Bruno Retailleau, président des Républicains, vient d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle 2027. C'est tombé hier soir, une annonce. Ça a commencé par un mail envoyé à des élus du parti. Et puis, hier, à 18h, prise de parole officielle pour déclarer sa candidature. On regarde quelques petits extraits ensemble, on décrypte, et on va aller analyser les deux grandes interviews qu'il a fait hier soir. Vous inquiétez pas, vous allez pas vous mater 1h30 de Retailleau d'interview. J'ai fait la petite analyse en amont pour vous. Je vous ai un peu mangé le travail, vous inquiétez pas. Alors, on va commencer. C'est la première annonce de départ. Bruno Retailleau annonce sa candidature. Les Outre-mer ou qui vivaient à l'étranger, j'ai pris la décision d'être candidat à l'élection présidentielle. Cette décision, je la prends avec la sincérité de mes convictions, avec la force de mon engagement et la gravité qu'exige le moment. Car je refuse de laisser notre pays dans l'état où il se trouve aujourd'hui. Une France qui s'enfonce, une France Oh là, pardon, j'ai failli vous le mettre en 1,5. qui s'efface dans un monde de plus en plus menaçant. À l'est, Vladimir Poutine sème la guerre à nos portes. Et la Chine, quant à elle, est en train de s'infiltrer, tisse sa toile au sein de notre continent. À l'ouest, Donald Trump impose sa loi brutale et menace l'unité même de notre continent. De son côté, l'international islamiste répand la terreur dans les pays qu'elle domine, tout en cherchant à infiltrer nos sociétés. Face à toutes ces menaces, l'Europe a un rôle à jouer, mais elle devra défendre son identité, son projet et mettre fin à ces dérives technocratiques. Donc voilà, vous avez compris Bruno Retailleau qui a annoncé sa candidature hier. Alors selon vous, est-ce qu'il fera plus ou moins que Valérie Pécresse déjà? Voilà. Bon, vous avez compris, on insiste sur la peur, sur les problématiques liées à l'Union Européenne, les voisins qui font peur avec les États-Unis, l'islam, hein, voilà, les frères musulmans, tout ça, tout ça. La question étant, est-ce qu'il fera plus que Valérie Pécresse? Eh ben écoutez, il a fait carrément un clip de campagne qu'il a diffusé hier, on va regarder ça aussi ensemble, c'est assez rapide, c'est un clip de 1 minute 10. Hop, let's go. Mes chers compatriotes, Français de métropole, des La musique, attention la musique. Outre-mer ou qui vivaient à l'étranger, j'ai pris la décision d'être candidat à l'élection présidentielle. L'engagement que je prends, c'est de toujours vous dire la vérité. Dire la vérité, c'est dire qu'on ne peut plus tricher avec la réalité. C'est dire que dans notre pays, le pouvoir n'a plus le pouvoir. Dire la vérité, c'est dire qu'on ne peut pas vivre mieux en travaillant moins. C'est dire que l'immigration n'est pas une chance. Je ne chercherai pas à séduire à tout prix. Je ne reculerai pas. Je ne promettrai rien que je ne pourrai tenir. Je veux agir pour faire renaître la fierté française. Parce que rien n'arrête les peuples fiers, car la souveraineté ne se décrète pas, elle se conquiert. Je vous redonnerai le pouvoir de décider. Je vous soumettrai directement, par référendum, plusieurs grands textes de loi. Je ne prendrai personne par surprise. Je ne ruserai pas. Je sais ce qu'il faut faire, les décisions à prendre, les textes à voter. Voilà ma conviction, voilà l'appel que je vous lance pour la République que nous servons et la France que nous aimons. Ah d'accord, son truc, ça s'appelle ne plus subir. En vrai, c'est anxiogène un peu. Hein. Moi, je suis désolé. Que ce soit la musique, les arguments soulevés dedans, ou même le titre ne plus subir. On est dans quelque chose qui est relativement anxiogène. Ça joue énormément sur les peurs. Hein. Voilà, ça joue sur les peurs, sur les craintes de déclassement de la France, sur l'immigration, vous avez entendu, on a entendu sur les États-Unis avant, voilà, on est dans, ouais, c'est ça, c'est un registre de la peur, que ça soit dans la musique ou dans les mots qui est évoqué ici, jusqu'au titre, hein, ne plus subir. Donc voilà, et vous vous doutez, il s'est pas passé que ça quand tu annonces une candidature à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui se passe? Généralement, tu vas faire ton interview au journal de TF1. Et ben, c'est ce qui s'est passé hier soir. Il a été reçu par Gilles Boulot sur TF1 et on va regarder ça ensemble. Voilà. Une petite interview qui a duré l'équivalent de 11 minutes sur le JT de 20h de TF1. On regarde et on décrypte ensemble.
Est-ce qu'il va autant être sur le registre de la peur, sur le plus grand JT de France? On va voir. Bienvenue dans notre nouveau rendez-vous face aux Français. Bonsoir Bruno Retailleau. Bonsoir Gilles Boulot. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté l'invitation. Et tout d'abord, nous allons écouter avec vous ce que vous avez annoncé. C'était en fin d'après-midi. Je vais baisser un peu parce que 1,25 c'est un peu rapide. Je l'ai mis en moins 15. J'ai pris la décision d'être candidat à l'élection présidentielle. Cette décision, je la prends avec la sincérité de mes convictions, avec la force de mon engagement et la gravité qu'exige le moment. Bruno Retailleau, pourquoi avoir annoncé aujourd'hui votre candidature à l'élection présidentielle? C'est dans 14 mois, c'est très loin, c'est dans très longtemps. Mais d'abord parce que 14 mois, c'est pas de trop pour convaincre les Françaises, les Français. Et puis vous savez, depuis des mois, je suis sur le terrain. Je rencontre des milliers de Français toutes les semaines, au moins 2 jours par semaine. Qu'est-ce que je vois? Beaucoup de Françaises, de Français qui sont inquiets et qui parfois sont même désespérés. Eh bien moi, je veux porter un espoir. Bien sûr, des choses vont... Alors, à la question, est-ce qu'il y aura 2 candidats LR avec Wauquiez? Les LR, certains chez LR, dont Wauquiez et Lisnard, eux, demandent une primaire. Flying Man. Voilà. Il y a une volonté de primaire chez certains. Là, Retailleau, il se présente officiellement avant même que la primaire ait eu lieu, hein, d'ailleurs. Et on va en parler après de ce sujet de primaire de la droite. Pas très bien, mais je sais qu'on peut s'en tirer. Et cette espérance, je veux la porter. Alors vous le savez, Bruno Retailleau, sous la Ve République, l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec les citoyens. C'est pour cette raison que vous êtes ce soir face aux Français. Je vous en prie, prenez place. Pour que les Français vous connaissent mieux, nous avons résumé votre vie, votre carrière en quelques points essentiels. Alors, je réagis à Nomosi. Je le trouve pas mauvais en théorie, mais ce qui fait tâche, et ce qui fait chuter dans les sondages, c'est de voir qu'au gouvernement, c'est un centriste de plus. Alors non, ce qui l'a fait chuter dans les sondages, c'est de quitter le gouvernement. C'est ça qui l'a fait chuter dans les sondages. C'est pas d'avoir été ministre de l'Intérieur. Et je rappelle, hein, que Retailleau, il est issu du Sénat. Et que le Sénat, chez les Républicains, est globalement plus à droite que les députés. Voilà, c'est une frange un peu plus radicale encore, et enfin du moins plus conservatrice que les députés. Donc voilà, Retailleau, c'est le candidat conservateur. Je pense que je vois peu de personnalités qui peuvent être plus conservatrices au sein des Républicains. De CV, vous avez 65 ans, vous êtes marié, père de 3 enfants, sénateur de la Vendée, président du parti Les Républicains, ancien ministre de l'Intérieur, et avant cela, vous avez débuté votre carrière politique comme conseiller départemental de la Vendée. Oh la vieille photo. Oh la vieille photo, avec les grosses lunettes rouges. Là, à 28 ans, et vous avez été aussi, c'est important, metteur en scène bénévole au Puy du Fou pendant 22 ans. Vous avez aussi été longtemps proche de Philippe de Villiers, le créateur du Puy du Fou, et vous avez dit à plusieurs reprises que vous n'étiez pas obsédé par le pouvoir. Mais alors pourquoi vous présentez à l'élection présidentielle? Non, pas du tout par obsession du pouvoir, par le sens du devoir. Vous savez, je viens de vous le dire, moi j'aime la France, je suis un patriote, et je vois qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et je suis absolument persuadé qu'on peut faire beaucoup mieux, qu'on peut justement relever la France très vite. Regardez les pays du sud de l'Europe. Il y a quelques années seulement, ils étaient tombés beaucoup plus bas que nous, et en réalité, ils ont fait un sursaut, et ça va beaucoup mieux. Eh bien, c'est ce que je veux porter. Simplement, il y aura une condition, c'est qu'il va falloir renverser la table. Alors, attends, il prend exemple sur quel pays, là? Quand il parle des pays du sud de l'Europe qui ont fait un sursaut, il parle de quel pays? Il parle de l'Espagne, qui est passée sous un gouvernement socialiste, et qui a augmenté le SMIC, parce que c'était une promesse des socialistes là-bas. Il parle de la Grèce, qui on sait comment il a fini. Il parle de l'Italie, de Giorgia Meloni, qui a dit qu'il fallait pas d'immigrer au début, et qui maintenant va chercher des immigrés pour le travail. Non, mais je me pose la question, ou du Portugal, je sais pas. Premier degré, moi je pose la question, il parle de quel pays? Pourquoi il parle de ces pays du coup? Parce que dans l'idée, l'Italie... lui, il est pas pour l'immigration, donc je pense pas que ça aille dans son sens. Il est pas socialiste, donc le sujet du SMIC, c'est pas son sujet. Et il est LR, donc le sujet de se prendre une crise comme la Grèce, bon. Mais le pouvoir, vous connaissez déjà un peu, vous avez été ministre de l'Intérieur, vous avez vu à quel point c'est difficile d'agir rapidement, concrètement, efficacement au service des Français. C'est pour ça qu'il faut renverser la table. Parce qu'aujourd'hui... Non mais vous voyez, parce que tu dis les pays du Sud, mais il faut préciser, et pourquoi? C'est un peu flou, et c'est pour ça que quand tu restes flou, tu laisses la possibilité aux gens d'interpréter tes propos. Et en restant flou, il laisse la possibilité à des personnes comme moi d'interpréter les propos, comme je viens de le faire. Je dis pas que ce que je dis c'était vrai, mais le flou permet l'interprétation. Alors que quand t'es clair et précis, c'est compliqué de te faire dire l'inverse de ce que t'as dit, de manière claire et précise. Malheureusement, ça n'est pas
le peuple qui gouverne. Trop souvent, ce sont des juges qui nous imposent leurs décisions et ce ne sont pas les gens. Je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup frappé, parce que quand je suis rentré au ministère de l'Intérieur, la jeune Philippine venait d'être violée, tuée par un clandestin sous OQTF. Et j'étais révolté. Parce qu'on avait fait voter une loi pour que les individus étrangers dangereux, très dangereux, on puisse les retenir plus longtemps, pendant 7 mois au lieu de 3 mois. Et le Conseil constitutionnel a censuré ce texte. Alors qu'il y a 14 ou 15... On est quand même sur la première thématique qu'il aborde de lui-même, ça va être la thématique de l'immigration. Hein. C'est la première thématique dans laquelle il rentre. Ah, ça n'a pas été l'économie, ça n'a pas été les retraites, c'est immigration, au QTF. Tu sens directement la priorité du candidat LR. Hein. pays européens qui vont jusqu'à 18 mois. C'est révoltant. Et moi, je pense que pour remettre de l'ordre dans le pays, il ne suffira pas de voter des lois. Il faudra avant, précisément, changer la Constitution pour dire au peuple français, c'est vous qui allez pouvoir vous prononcer sur la question de l'immigration, sur la justice, pour durcir les sanctions. Vous parlez de... Donc là, il parle de réforme constitutionnelle. Hein. Une réforme constitutionnelle pour permettre l'élargissement de l'article 11 de la Constitution. L'article 11 de la Constitution, c'est celui qui permet des référendums sur différentes thématiques. Aujourd'hui, l'article 11 de la Constitution permet au gouvernement et au président de demander des référendums à la population uniquement sur les sujets environnementaux, économiques et sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de référendum sur l'immigration ou la justice. Cependant, si on fait une réforme constitutionnelle en amont pour élargir ce cadre dans l'article 11, ce sera possible. Mais sans réforme constitutionnelle, impossible de faire de référendum sur l'immigration ou la justice. C'est hyper important de le dire. Aujourd'hui, en France, il n'y a vraiment que 3 possibilités de faire des référendums. Alors, que 3 possibilités. L'article 11 permettant donc, comme je vous ai dit, de faire des référendums sur les sujets sociaux, économiques et environnementaux. Là, il y a l'autre possibilité, c'est dans le cadre de la ratification d'un traité international. 2005, voilà. 2005, c'était dans ce cadre-là, le référendum. Bon, on a vu le résultat. Et le troisième et dernier cadre de référendum, c'est pour une réforme constitutionnelle, justement. On peut demander, par référendum, la réalisation d'une réforme constitutionnelle. Donc on peut imaginer que sans majorité aux 2/3 du Parlement, Retailleau, s'il venait à être élu, fasse un référendum sur l'élargissement de l'article 11, puis ensuite sur le sujet de l'immigration élargi par l'article 11 s'il a gagné son premier référendum. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez surtout pas à me poser des questions, que ce soit dans le chat maintenant ou dans les commentaires si vous avez besoin de précision sur YouTube. Voilà. Importantes. Elles doivent se régler, elles peuvent se régler par un référendum, par des référendums. Mais bien sûr, le Conseil constitutionnel récemment a censuré un texte qui avait été voté pour durcir la justice des mineurs. Pratiquement toutes les semaines, vous vous faites l'écho de ces jeunes qui tuent, qui blessent grièvement. Il y a un ensauvagement et il faut des sanctions. Or, le Conseil constitutionnel a dit récemment « Ah non, pas de sanctions, d'abord l'éducation ». Aujourd'hui, si on veut changer cela, la loi... Bon, après, le dernier référendum qui a eu lieu n'a pas été respecté, et ceux qui ne l'ont pas respecté à l'époque, c'était l'UMP. Référendum de 2005, il y a eu non. En 2007, il y a eu le traité de Lisbonne. Donc voilà, c'est important à rappeler aussi historiquement le dernier référendum en France, quel parti au pouvoir l'a fait et dans quel cadre et comment ça s'est passé. Voilà. Ne le pourra pas. Seul le peuple français, par le référendum, le poids, et donc je changerai la Constitution. Vous parlez des Français, ancêtre de LR. Très simple. Quelles sont à leurs yeux les urgences, les choses les plus importantes qui doivent être faites avec le prochain président de la République, vous peut-être ou un autre? Regardez. Alors moi, la priorité, ça serait la sécurité. On va dire l'emploi, surtout pour les jeunes. Il faut absolument que les hommes politiques travaillent sur le pouvoir d'achat. Moi, j'attends un renforcement de l'Europe. Pour moi, je vais faire attention à l'emploi, l'éducation. Bon, on est à Paris là, vous avez vu les rues, on est à Paris. L'économie du pays. Pour moi, c'est plus le côté santé. Lourde tâche écrasante que celle que les Français réclament des politiques. Vous sentez à la Pour l'instant, c'est plus face aux Parisiens qu'aux Français, mais bon. Hauteur des enjeux? Moi, je porte des convictions que j'ai toujours portées. Et au ministère de l'Intérieur, justement, j'ai vu les blocages, que j'ai appelés l'impossibilisme. Et je sais très bien les verrous qu'il faut faire sauter. Je sais les textes qu'il faut faire voter. Je sais les décisions à prendre. Pour la prospérité d'abord, pour donner plus de pouvoir d'achat. Par le travail. Parce que ce que l'on a fait depuis des années, on s'est endetté, on a vécu à crédit. Eh bien moi, je veux être précisément le protecteur de la France des travailleurs et pas des profiteurs. Je veux faire en sorte que ceux qui vont travailler un peu plus puissent gagner beaucoup plus. C'est quoi cette remarque? La remarque France aux Parisiens, c'est parce que c'est France aux Français, tu fais intervenir des gens
Bon, bah, t'essaies de faire venir, quand tu prends des extraits vidéo, tu essaies de prendre des extraits vidéo de personnes issues de toute la France. C'est juste ça. Là, les extraits vidéo étaient tous des extraits vidéo avec des questions posées par des personnes qui votaient à Paris. C'est juste pour ça que j'ai dit ça, DJ. C'est parce que bon, quand tu appelles ton émission France aux Français, tu évites de faire du parisianisme en ayant dans les séquences vidéo avec des questions uniquement des personnes de Paris. T'essaies d'avoir des personnes issues de partout, des Parisiennes, des personnes issues des quartiers populaires, personnes issues de la ruralité, des personnes issues des Outre-mer. Voilà. Donc je trouve ça plus intéressant que d'avoir uniquement des Parisiens. Vous aurez compris. Jusqu'à 13 ou 14, un 14e mois par an, justement, parce que j'effacerai, à partir d'un certain niveau, on exonérera de cotisations sociales. Ce sera bon pour le salarié et ce sera bon pour l'employeur, pour la compétitivité. Et puis, pour ceux qui profitent trop souvent, je plafonnerai l'ensemble des aides sociales à 70% du SMIC pour qu'il y ait... Donc voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes au chômage, les aides sociales, il y a le chômage, le chômage c'est pas considéré comme une aide sociale, pardon. Si vous avez le RSA et des enfants, voilà. Si vous avez si vous avez des aides et des enfants, vous pourrez pas toucher plus de 70% du SMIC. Voilà. Donc t'as 5 gosses, mais le maximum, si t'es mère de famille célibataire, c'est 70% du SMIC. Bon courage pour élever tes gosses et vivre hors de la rue. Voilà. Toujours un écart entre le revenu de la solidarité et le revenu du travail. Vous avez résumé tout à l'heure dans votre déclaration de candidature. C'est pour ça que moi, cette histoire de plafonnage, je trouve ça assez déconnecté de la réalité et totalement populiste. Totalement populiste, parce que ça prend pas en compte des réalités sociales des individus et des particularités des individus. C'est quelque chose de totalement généraliste que tu réfléchis comme si toutes les personnes étaient des personnes célibataires sans enfants. Non, déjà quand t'as des enfants à charge, bon courage pour vivre avec juste 70% du SMIC. Et surtout, c'est ne pas prendre en compte certaines réalités qui aujourd'hui font que tu as de moins en moins d'emplois en France, qu'aujourd'hui en France, tu as 4,5 millions de chômeurs ou de personnes au RSA pour seulement 400 ou 500 000 postes à pourvoir. Voilà, c'est-à-dire que structurellement, aujourd'hui, la France, structurellement, pour Bruno Retailleau, aujourd'hui en France, 4 millions de personnes ne doivent pas toucher plus de 70% du SMIC. Parce qu'aujourd'hui, structurellement, la France n'a pas assez d'emplois pour les personnes au chômage. Non mais vous voyez, c'est important de rappeler ça globalement. Vraiment, c'est important parce que en plafonnant à 70%, ça veut dire que tu dis à 4 millions de personnes, vous toucherez pas plus de 70% du SMIC parce que vous aurez pas de travail, parce qu'il n'y a pas de travail. Les piliers de ce que vous voulez faire, l'autorité, la justice, la sécurité, c'est formidable, c'est magnifique. Comment vous allez faire ? Eh bien, on va faire autrement. On va renverser la table. Je viens de vous le dire sur la sécurité. Personne n'a osé faire ce que je veux faire, c'est-à-dire changer la Constitution française pour donner la parole au peuple, justement, par le référendum. Mais c'est aussi la fierté française. On a des réformes, des défis à relever, et moi je pense qu'on ne peut les relever que si on est fier de ce que nous sommes. Donc il y en a marre, la repentance perpétuelle, disqualifier notre histoire, cette mauvaise conscience qu'on a entretenue. Moi je serai le défenseur de nos coutumes, de notre mode de vie. Oui, mais le problème, les scorpions bretons, le problème c'est qu'il n'y a pas assez d'emplois en France. Remettre les gens au travail en France, ok si tu veux, mais en attendant, même si tous les postes à pourvoir en France étaient pourvus, il reste 4 millions de personnes au chômage. Parce qu'il n'y a pas assez d'emplois disponibles. Et que l'État peut pas avoir 4 millions de fonctionnaires de plus, par exemple, tu vois. C'est ça. Il y a aussi une réalité structurelle. Hein. Et que plus ça va aller, plus on va aller vers l'IA et la robotisation. Et plus ça va aller, plus l'IA et la robotisation vont prendre l'emploi de personnes. Donc on va avoir encore plus de personnes sans travail derrière. Notre culture, de notre civilisation. Et surtout, je veux donner aux Français, aux jeunes Français, à aimer la France. Et il faudra, je pense, refonder l'école. Oui, c'est ce que je chose disais, qui est très choquant, qui est même une honte. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, l'école est devenue une machine à reproduire les inégalités, puisque la réussite des enfants, elle est indexée, elle dépend de la position sociale des parents. L'école républicaine n'est plus qu'un slogan. Et moi, je veux justement que l'école réussisse et donne à chaque enfant de France la possibilité de réussir dans sa vie. Dans votre camp, la droite, le centre, il y a d'autres candidats potentiels, eux aussi chefs de parti, Gabriel Attal, Édouard Philippe. Vous ne serez pas seul, comme disait le général. Et ici, Gabriel Attal et Édouard Philippe, il y en a d'autres. Il y a Laurent Wauquiez et David Lisnard qui veulent passer par une primaire. Il y a Xavier Bertrand qui veut être candidat aussi. Au centre, tu as d'autres personnes qui ont dit qu'elles souhaitaient potentiellement être candidates, qui sont Elisabeth Borne, Aurore Berger ou encore Gérald Darmanin.
Donc oui, entre le centre et la droite, il y a encore beaucoup de candidats potentiels. De Gaulle, c'est pas le vide, c'est plutôt le trop-plein. Que le meilleur gagne, ça a toujours été le cas pour les élections présidentielles. Moi, j'ai une conviction. Comment il va être départagé, le meilleur? On verra, on verra. Je Non. trace ma route. Je sais que mon projet correspond aux attentes des Français, à une large partie des Français. Moi, je ne ferai pas une politique pour des minorités ou pour des clientèles. Je ferai une politique pour la majorité nationale. Cette majorité nationale qui souhaite qu'il y ait moins d'immigrés en France, qui souhaite que la justice soit plus dure, qu'elle sanctionne, qui souhaite que l'école instruise. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de Français, au-delà même de ma famille politique, qui peuvent se retrouver dans ces convictions et dans cet espoir. Pour être tout à fait clair, vous avez plus de points communs avec Édouard Philippe, Gabriel Attal qu'avec Marine Le Pen, Jordan Bardella, Sarah Knafo ou Éric Zemmour. Oula, Écoutez, Marine oula, la question. Sous-entendu, est-ce que vous êtes plus proche du centre que de l'extrême droite? C'est ça la question de Gilles Boulot. Hein. Le Pen, elle est socialiste. Moi, je veux que... Bon, Marine Le Pen est socialiste. Allez, ensuite. la France se relève. Pour se relever, c'est par le travail et c'est certainement pas par l'assistance. Je me souviens quand on avait voté au Sénat les 15 heures de contrepartie pour le RSA, parce qu'une allocation, c'est pas un dû, elle avait refusé de le voter. C'est très différent. Moi, je veux que la France se relève, qu'elle soit debout, indépendante. D'ailleurs, moi, je vais vous répondre parce que je vais vous répondre sur cette mesure, les 15 heures de RSA, de travail pour le RSA là. Vous savez, normalement, si je me trompe pas, c'est censé être appliqué de partout. C'est pas applicable. C'est pas applicable. Ceux qui s'occupent de faire ça, ils sont pas assez nombreux pour gérer. Voilà. C'est-à-dire que tu contournes ça comme tu veux. Alors, je dis juste, c'est le genre de mesure que tu te dis, ça va faire, voilà, mais ça ne s'applique pas, c'est pas applicable, c'est pas surveillable. Les assistants, les personnes en charge de vérifier, ils n'ont pas la capacité de surveiller ça. Donc c'est bien, hein, tu fais des mesures pas applicables et qui, au fond, ne changent rien. Voilà. Donc je tiens juste à préciser. Après, ça dépend peut-être des départements, mais il y a des départements où il y a juste en fait, les personnes qui sont à la CAF ont autre chose à faire qu'aller vérifier 15 heures ou pas 15 heures pour chaque personne allocataire du RSA. Voilà. Il y a une question de moyens, il y a une question de faisabilité aussi. Moi, je connais plein d'endroits où ça ne marche pas du tout. Ou en tout cas, je connais plein de personnes qui peuvent totalement contourner ce processus. Souveraine. Donc vous dites ce soir, quoi qu'il advienne, il y aura un bulletin Bruno Retailleau dans les urnes en avril 2027. Et un deuxième tour aussi, un bulletin. Au deuxième tour surtout. Mais vous n'accepterez pas une primaire. David Lisnard qui s'est déclaré il y a En fait, tu dis que tu as envoyé 10 candidatures. Tu dis que tu as envoyé 10 candidatures, ça passe. Dans la semaine, voilà. Tu dis, bon, j'ai envoyé 10 candidatures pour des postes. Même si tu as envoyé des candidatures à la con, ça passe. Ça fait comme si tu avais fait tes 15 heures. Donc bon, autant vous dire que c'est extrêmement contournable. Temps qui n'est pas très éloigné de vos idées. C'est 15 heures de recherche d'emploi, exactement. Écoutez. Exactement, Myria, c'est à ça que je pensais. Ça peut être 15 heures de recherche d'emploi. Et 15 heures de recherche d'emploi, si tu pars sur ce postulat-là avec France Travail, bon courage pour vérifier que tu as fait 15 heures de recherche d'emploi. Et moi, j'ai lancé un groupe de travail avec Gérard Larcher. Ils sont en train d'étudier cette question. Ça va, RMBP, et toi? Écoutez, moi, je suis candidat, je me plierai aux règles, mais j'ai un projet, je sais qu'il est attendu, et je sais que seul ce projet-là permettra de relever ma patrie, que j'aime, la France. Bruno Retailleau, voyons maintenant comment les Français vous perçoivent. Nous avons demandé à l'IFOP de réaliser un sondage pour TF1, LCI et Le Figaro. Voici les deux qualités qu'ils vous attribuent, qu'ils vous reconnaissent. Sérieux et travailleur. Ok. 58-57% des Français, IFOP. Connaissent. Sérieux et travailleur. Mais quand on... Alors moi, j'aimerais bien connaître l'échantillon total. Merci RMBP pour le sub. Merci beaucoup pour ton soutien. On leur demande si vous avez l'étoffe d'un président de la République, aïe. Ah ouais, 69% de non. Bon après, je pense pas qu'il y ait énormément de personnes qui soient très haut dans ce sondage. 69% disent non, il n'a pas cette étoffe-là, cette qualité-là. Qu'est-ce que vous leur répondez? Comment vous les convaincez? Mais je vais les convaincre pendant 14 mois. Vous partez de loin, de très loin. Oui, mais ce que je veux leur dire, c'est que moi, je ne tricherai pas, je ne ruserai pas. Je suis sincère, ils le disent, ils le reconnaissent, et je vais mettre sur la table ce que je ferai. Je ne cacherai rien, rien de ce que je suis, rien de ce que je ferai. Et je présenterai même les projets que je soumettrai au référendum, y compris dans leur calendrier. Et je crois qu'aujourd'hui, la France a besoin non pas de surhommes, mais d'hommes sûrs. Et dans ce même sondage IFOP, c'est très intéressant, on a demandé aux Français ce que vous incarniez.
dans la politique. Et parmi les traits qui ressortent, il y a la défense des valeurs traditionnelles. Est-ce que vous assumez cette image d'une France C'est un conservateur qui a été bénévole au Puy du Fou, quoi. Ah. Non, mais si tu veux être assez caricatural, mais aussi essentialiser beaucoup, c'est un gros conservateur, Retailleau. Hein. Retailleau, c'est un gros conservateur. Et pour le coup, il y a très peu de doute là-dessus. Traditionnelle, et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Moi, j'assume qu'on a des repères, qu'il faut conserver les repères. Et beaucoup de Français, de la classe moyenne notamment, il ne faut pas croire que la classe moyenne, par exemple, n'est guidée que par son pouvoir d'achat, par l'intérêt, si j'ose dire, matériel. Les choses immatérielles, ça compte, nos valeurs, nos coutumes, je le disais. Je pense que j'assumerai précisément de défendre cette culture, ce qui nous constitue dans notre identité. On a une identité française et européenne d'ailleurs, qui n'est pas la même que... Retailleau, c'est quand même une personnalité politique qui s'était opposé au mariage pour tous et qui s'était opposé à la suppression des thérapies de conversion. Voilà. Quand tu t'opposes au mariage pour tous, et surtout quand tu t'opposes à la fin des thérapies de conversion, ça dit tout sur ton niveau de conservatisme. Les États-Unis, qui n'est pas la même que la russe ou la chinoise. Le monde est beaucoup plus beau quand il est colorié. Autant je dis pas qu'il reviendrait dessus, mais à l'époque, quand c'était voté, il était opposé. Différemment. Alors, un peu plus problématique, pardon toujours de s'appuyer sur les sondages, c'est important. Ouais, seuls 29% des Français disent Bruno Retailleau saura parler aux jeunes, il se rapproche des jeunes. C'est l'avenir, les jeunes. Si vous n'arrivez pas à entrer en contact avec eux, à les convaincre, votre sort sera très compliqué. Moi, je veux faire une politique pour tous. Je ne ferai jamais de jeunisme. Et ce que je veux dire aux jeunes, c'est que ça rime à quoi d'être le meilleur sur TikTok, sur Instagram, quand on prend des décisions qui vont plomber l'avenir des jeunes. Ce que je fais, vous savez, se déclarer à l'élection présidentielle... Voilà, il attaque Bardella et TikTok, hein. Vous avez compris, c'est TikTok qu'il attaque et les politiques qui vont sur TikTok. Donc c'est Bardella, Knafo, c'est ces députés-là. Hein. Présidentielle. Je le fais pas par envie. Je le fais d'abord, je vous l'ai dit, par sens du devoir. Je le fais pour eux. Parce que mon intime conviction, c'est que dans les générations qui se succèdent pour notre pays, vous savez, la France, elle a été bâtie par des générations précédentes, à la sueur de leur front, et parfois au prix du sang. Eh bien, je pense que notre génération à nous, parce que chaque génération a assumé un devoir, c'est de transmettre une France meilleure à la génération suivante. Si je fais ça, c'est pour eux, c'est pour la génération d'après. Merci beaucoup, Bruno Retailleau. Donc voilà, Bruno Retailleau qui était sur TF1, et je suis généreux, je suis quelqu'un de généreux et magnanime, je vais vous épargner la totalité de l'interview qu'il a fait sur LCI. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai regardé, cette interview, et j'ai fait un résumé de ses annonces. J'ai fait un résumé de ces annonces que j'ai partagées sur les réseaux sociaux, et je vous invite d'ailleurs à aller partager ce résumé des annonces, je vous mets le lien dans le chat. Alors, quelles sont les annonces de Bruno Retailleau dans cette grande interview d'1 heure sur LCI? Alors, Bruno Retailleau était donc sur LCI au micro de Darius Rochebin pour son annonce de candidature à l'élection présidentielle de 2027. Plusieurs grandes annonces programmatiques ont fait le point ensemble. Tout d'abord, primaire de la droite. Celle-ci aura lieu si elle est décidée par les adhérents LR dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Ensuite, il appelle à la fin du front anti-Rassemblement National et en parallèle à l'ouverture d'un front anti-LFI. Autre opposition, la dissolution de l'Assemblée nationale à son élection. Vous vous doutez, hein, chaque député est élu pour 5 ans, donc avec la dissolution de Macron, actuellement le mandat des députés est de 5 ans à partir de 2024. Donc forcément, une fois que le président sera élu, il va dissoudre l'Assemblée nationale pour avoir une majorité, avoir l'élection et remettre le calendrier à 1 mois après les présidentielles comme c'était le cas avant. Révision constitutionnelle pour permettre des référendums sur l'immigration et la justice, on en avait parlé tout à l'heure. Il appelle aussi à des mesures fermes de limitation du droit d'asile. Voilà. Donc Retailleau qui va viser le droit d'asile et donc les personnes en bénéficiant. Il a aussi dit qu'il serait pour la suppression et la fin des 35 heures. Voilà. La suppression, attention, de 250 000 postes de fonctionnaires. Ça rappelle un peu, on est d'accord, Fillon, hein, en 2017, qui voulait supprimer, je crois, 300 000 postes de fonctionnaires. Là, Retailleau, il parle de 250 000 postes de fonctionnaires en moins. Il appelle à la fin de l'État nounou, tout en appelant au lancement d'une politique de natalité. Voilà. Face à la chute démographique, Bruno Retailleau appelle donc au lancement d'une nouvelle politique de natalité, tout en expliquant très clairement son opposition à toute légalisation de la GPA, qui, si je me rappelle bien dans l'interview, a cité d'hommes riches qui achetaient leur ventre à des femmes précaires.
Voilà. Voilà. La définition de la GPA pour Retailleau, c'est des hommes riches qui achètent le ventre de femmes pauvres. Donc voilà, en tout cas, pour ces quelques grosses annonces de Bruno Retailleau dans le cadre de son interview sur LCI. Vous voyez, je suis magnanime, hein, parce que je vous ai épargné 1 heure d'interview de Darius Rochebeng par Bruno, enfin, de Bruno Retailleau par Darius Rochebeng. Cependant, tout de même, sur ces quelques annonces, j'ai gardé 4 extraits. 4 extraits sur cette heure complète. On va commencer avec l'extrait sur RN et la France Insoumise, qui, je pense, peut vous intéresser. Est-ce que le front anti-RN, le front républicain, comme d'autres l'ont nommé, est fini à vos yeux? Je pense qu'il est fini dans la mesure où les Français n'en veulent plus. Parce que le moment est venu à vos où yeux, à vous. les Français veulent leur liberté. Voilà. J'ai toujours dit, et je l'assume, que les pires pour moi, ce sont les insoumis. Je pense que ce parti n'est plus dans l'arc républicain. Donc de façon générale, entre un insoumis et un RN, vous choisissez le RN? Je choisis d'abord des candidats LR. Vous me reposerez la question. Bien sûr. Vous me reposerez cette question. Ouais, mais aujourd'hui, ça va se poser, vous le savez bien, dans les municipales. Eh bien, on en reparlera. Oui. Eh bien, on en reparlera. Non, c'est maintenant. On en Entre un reparlera. LFI et un RN. Non, parce que vous postulez, vous venez de dire quelque chose de contradictoire. D'abord, vous me dites que vous avez une belle implantation locale, ce qui est vrai. Ouais. Ce qui est vrai, puisque plus de 50% des communes de plus de 9000 habitants sont dirigées par quelqu'un de droite ou du centre. Donc, moi, j'espère bien qu'au second tour, la plupart du temps, ce sera des candidats qui seront de notre famille politique. Est-ce que le front anti-RN... Donc voilà, pour le front anti-RN ou front anti-LFI, question qui peut paraître con, est-ce que tu peux faire un récap un peu pour expliquer en quoi il est ultra conservateur? Merci pour ce X. Avec plaisir. Comme j'ai dit, Retailleau fait partie des LR du Sénat. Déjà, le LR est bien plus conservateur au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Retailleau, lorsqu'il était député, sénateur ou qu'il était déjà en politique, était opposé au mariage pour tous. Il était opposé à la fin des thérapies de conversion. Donc voilà, il y a ces thématiques sociétales importantes quand même, en tout cas sur les sujets néo-LGBT qui... je sais pas, les thérapies de conversion, comment on peut ne pas voter contre, honnêtement. Ça, on est dans quelque chose que je ne comprends pas. Puis conservateur, pourquoi? Parce que il explique, il met en avant les logiques de civilisation française, civilisation européenne, en attaquant des civilisations extra-européennes qui ne respectent pas et ne s'approprient pas les racines françaises selon lui. Quand il parle de ça, des thématiques du voile, on se rappelle de Abat le voile qu'il avait dit dans un congrès du CRIF, je crois. Il a été metteur en scène au Puy du Fou. Puy du Fou, Philippe de Villiers, bon, c'est dans une sphère conservatrice souverainiste. Donc oui, c'est un conservateur, Retailleau. Sur ça, il n'y a aucun doute. Deuxième extrait que j'ai gardé pour vous, c'est celui sur le droit d'asile. C'est celui sur le droit d'asile. Je me suis dit que ça pouvait vous intéresser quand il a dit qu'il veut des mesures extrêmement fermes sur le droit d'asile qui, selon lui, est dévoyé. Ce qui veut dire une limitation de ce droit d'asile à venir. Est-ce que le métissage vous dérange? Moi, je suis frappé de voir ces derniers temps, dans beaucoup de milieux de droite ou d'extrême droite, parmi ils publient des photos simplement de Paris ou de Londres ou de Prague ou que sais-je, en 1950. Oui, Retailleau met en avant la civilisation française avec des racines judéo-chrétiennes. Pour reprendre cet argumentaire qui est utilisé à droite, les racines judéo-chrétiennes. Et en 2026. Et effectivement, la foule a changé. De fait, la foule est plus métissée. Est-ce que vous faites partie de ceux qui, pas par racisme évidemment, mais par logique culturelle, sont gênés par ça? Non, mais il y a un métissage qui tient aux individus. Je ne vais pas dire demain aux Françaises et aux Français, vous devez vous marier avec tel et tel type de gabarit. Mais la société est plus métissée. C'est ce que M. Mélenchon appelle aussi la créolisation. Est-ce que ça vous gêne? Il l'appelle maintenant le grand remplacement, vous voyez. Il reprend d'ailleurs le terme qui vient de l'extrême droite. Pas avec le même sens, soyons honnêtes. Mais... Avec le même sens, mais il l'a repris très récemment. Est-ce que ça vous gêne, vous? Moi, ce que je veux, c'est que la France reste la France. Avec nos coutumes. Moi, je défendrai, voyez. Mais vous ne répondez pas tout à fait. Est-ce que ça vous gêne, ce mouvement démographique qui est là? On l'apprécie ou non? Mais voilà, honnêtement, je pense quand même qu'on entend tout ce qu'il dit, on ne peut pas le dire que c'est un macroniste. C'est un LR conservateur. Très conservateur même. Mais pas un macroniste. C'est pas un Elisabeth Borne, quoi. C'est pas un Sacha Houllier qui est reparti avec Glucksmann. C'est un ultra conservateur, à la rigueur même, on peut dire. Très nettement qu'il faut reprendre la main, l'arrêter.
qu'il faut reprendre la main sur l'immigration, bien sûr. Parce que Personnellement, je le trouve dans ses positions plus proche d'un Ciotti que d'un Attal. Voilà. Idéologiquement, je le trouve plus proche de Ciotti que d'Attal. il y a un nombre qui est dépassé, où on ne parvient plus d'ailleurs à intégrer. Et donc, je changerai la Constitution, mais j'aurai des mesures extrêmement fermes sur le droit d'asile qui est totalement dévoyé, sur les étudiants, sur le regroupement familial, sur les sorties. Je soumettrai par exemple les OQTF. Quand je vois l'Algérie, on leur donne 250 000 visas. Franchement. Et ils ne nous donnent pas de laissez-passer consulaire pour reprendre les Algériens qui sont dangereux, qui n'ont rien à faire sur le sol français. Moi, j'imposerai une règle. Vous ne me donnez pas de laissez-passer consulaire, vous ne reprenez pas vos OQTF, il n'y a plus de visa. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, plus de visa, limitation du droit d'asile, permettre les expulsions, vous aurez compris. Hein. Et vous avez compris que quand il parle des OQTF, il parle de l'Algérie. Et l'autre grosse annonce d'hier, quand même, c'est celle-là, la suppression de 250 000 postes de fonctionnaires. Voilà. 250 000 postes de fonctionnaires supprimés s'il devient président de la République. Est-ce que vous tronçonnerez? Bien sûr qu'il faudra tronçonner. Ce que je veux dire, c'est Où que... ça? Soyons concrets. Attendez, Parce pour que relever... les candidats à la présidence en général, alors dès qu'on leur dit par exemple moins de fonctionnaires, moins d'État, ils tournent autour du pot, ils disent non mais mieux d'État, et puis il faut des... Est-ce que oui ou non, il y aura moins d'État, moins de fonctionnaires si vous Je êtes vous réponds président? concrètement, mais pardon, pas par le petit bout de la lorgnette. D'abord, je reconstruis la prospérité par le travail. Je viens de vous l'expliquer. Proche de Villiers, oui, c'est ce que j'ai dit. Sphère puis du fou, Rouste. Ensuite, il y a un éléphant dans la pièce, c'est les dépenses sociales. Bien sûr qu'il faut réformer les retraites, bien sûr. Bien sûr qu'il faut réformer l'assurance chômage. Bien sûr, comme ce qu'ont fait tous les pays européens. Donc dès que Bien vous êtes sûr. à l'Élysée, vous relancez la réforme des retraites? Bien sûr, il faudra une réforme des retraites. Ah merde, j'ai pas mis ça dans mon tweet. C'est l'avis des Français majoritaires, bon ou mauvais. Oui, mais je majoritaire. leur dirai la vérité. Ils voteront pour moi, ils ne voteront pas pour moi, mais je leur dis qu'on ne peut pas sacrifier les futures générations. Ça n'est pas mon optique. Ouais. La dépense sociale, là aussi, regardez, est-ce que c'est normal que les Français qui cotisent soient moins bien remboursés qu'un clandestin qui bénéficie de l'aide médicale d'État et qui va être remboursé à 100%? C'est choquant, non? Donc, la dépense sociale, et puis il y a l'État. Oui, j'assumerai, je pense que l'État n'est pas suffisamment efficace. Il y a pratiquement 6 millions de fonctionnaires. Certains vont partir à la retraite. On ne remplacera pas tous celles et ceux qui partent à la retraite. Dans quelle mesure? Parce que pour l'instant, le nombre de fonctionnaires a continué à croître, ce qui paraît évidemment martien, vu la situation. Il a continué à croître. Là, vous irez en sens inverse? La question étant de savoir quel type de retraite il souhaiterait mettre en avant dans son programme. Est-ce que ça sera une retraite plus loin? Est-ce que ça sera une retraite à points, une retraite par capitalisation? On sait que le débat de la capitalisation prend de plus en plus de place à droite et chez les libéraux, Nouvelle Énergie, même chez certains macronistes, on évoque la retraite avec une part de capitalisation aujourd'hui. Est-ce que c'est ça qui serait aujourd'hui dans la vision de la future réforme des retraites de la droite? On n'a pas encore la réponse. Peut-être que ça va sûrement se préciser d'ici 2027, évidemment. Mais voilà, en tout cas, on sait que le sujet de la retraite sera un des sujets des présidentielles de 2027. On ira en sens inverse. Il le faut, parce que... Quelle ordre de grandeur? Par exemple, Quelle ordre de grandeur? je pense qu'on a un problème d'efficacité, je pense qu'on a un problème de temps de travail, et je pense Là, qu'il faudra... Là, vous slalomez. Non, pas du tout, c'est typique. pas du tout. Je vous donne un ordre de grandeur, et je comme beaucoup pense d'autres, que- vous dites, on a un Pas problème. du Oui, tout. on a un problème d'efficacité. Pas du tout, mais je pense qu'il faudra ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux qui partira à la retraite, notamment dans l'administration administrante. Ça voudra dire Possible. combien au total, à peu près? Ça veut dire autour de 200, 250 000. Simplement, il y a l'intelligence artificielle. 250 000. Et quand on voit ce qui se passe en France par rapport à ce qui se passe, notamment dans les pays européens, on a un problème d'efficacité de l'État. Donc vous avez compris, je pense que vous avez totalement compris ce qui a été dit à la fin. L'intelligence artificielle pour remplacer et pour rendre l'État plus efficace dans son fonctionnement. Voilà, l'usage des IA. Mais c'est quelque chose qui a déjà commencé. Certains ministères ont déjà commencé à supprimer des ETP, des emplois temps plein, en échange de
de budget sur certaines thématiques et de la création d'intelligence artificielle. Voilà. Ça, on avait vu ça dans un complément d'enquête ou dans un cache investigation il y a quelques temps, il y a quelques mois d'ailleurs, où on avait vu que les ministères avaient signé des documents et des clauses qui, en échange de financement sur certains projets, faisaient qu'ils acceptaient de renoncer, ces ministères, à des emplois temps plein et à la et qui commençaient à développer une intelligence artificielle pour le ministère pour faire des missions. Donc oui, il va y avoir ce phénomène d'intelligence artificielle qui va être de plus en plus prégnant dans les administrations françaises, dans les ministères, etc. Voilà. Et ceci pour remplacer une partie des fonctionnaires et donc pousser l'État à faire des économies sur le sujet des emplois temps plein et donc, vous avez compris, sur le dos des fonctionnaires. Voilà. Et donc là, Retailleau, en expliquant ça, explique qu'il va totalement dans cette logique, hein, évidemment. Voilà, c'est son propos de la fin, quand il parle de l'efficacité de l'État. Et donc, bon, il a fini cette interview par un petit question-réponse. Qui est le plus, voilà, qui est le plus intelligent, qui est le plus drôle, ceci, cela. Je vous laisse regarder rapidement. Dans le paysage politique actuel, le plus cultivé, qui est-il? Le plus cultivé aujourd'hui, le plus cultivé aujourd'hui dans le paysage politique, Oui. vous voulez dire? Oui. Il y a de moins en moins de culture. Hein. Allez, un. Gérard Larcher, très cultivé. Vous savez qu'est-ce qu'elle a répondu, Marion Maréchal, à cette question? Parce qu'elle était interviewée la veille, Marion Maréchal, sur ce format. Marion Maréchal, elle a répondu Jean-Luc Mélenchon. Elle a dit, ça me fait du mal de le dire, mais Jean-Luc Mélenchon. Elle a pas dit Éric Zemmour, elle a dit Jean-Luc Mélenchon, Marion Maréchal. Ouais. Ah ouais. Je vous passerai l'extrait tout à l'heure. Larcher, le plus intelligent. Le plus intelligent. Ah, il faut répondre. Le plus intelligent. Ouais. Non, Opposition aussi, évidemment. Hein. Pardon? Vos opposants aussi, c'est le jeu. Non, le plus intelligent, il y en a beaucoup d'intelligents, mais c'est. Ah, attendez, Non. ça paraît modeste de votre. Si vous n'accordez pas d'intelligence à des adversaires, alors qui? À beaucoup. Allez, un. Allez. Mais à beaucoup. Le plus intelligent. Non, mais ce genre de. Oh là là. Le plus habile. Le plus habile. Le plus habile. Beaucoup citaient souvent François Hollande comme très très habile. Il sera un adversaire potentiel pour vous? Il peut l'être. Vous y croyez? J'attends de pied ferme. Le plus retors? Ça peut être aussi parfois le plus habile. Ça peut être le Premier ministre aussi. Monsieur Le cornu. Possible. Le plus sincère? Je crois que je suis très sincère. Il parle de Je lui-même, pense là. Franchement, qu'une des qualités que j'ai beaucoup de défauts. Hein. Les Français vont s'en apercevoir. Mais la sincérité, très franchement, personne ne peut me l'enlever. Donc voilà, ce petit question-réponse qui est je sais pas vraiment ce que ça apporte à l'interview, ce genre d'échange, hein, mais bon. Et donc Ouest France hier a été très rapide. Hein. Ouest France très rapidement a fait ce papier présidentiel 2027 avec l'annonce attendue de Retailleau, une inflation des candidatures à 14 mois du scrutin. Voilà. Et on va bientôt avoir davantage de candidats que d'électeurs, ironise un ministre, alors que la France basculera dans la campagne présidentielle au lendemain des élections municipales. Les postulants se multiplient à gauche comme à droite, certaines se sont déjà déclarées, d'autres y réfléchissent sérieusement. Voilà. Cela commence à se bousculer au portillon de l'Élysée à 14 mois, c'est l'inflation à gauche avec 6 compétiteurs déjà qui ont fait acte de candidature. Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière, Clémentine Autain, François Ruffin, Marine Tondelier, dans la primaire de la gauche, Delphine Batho et Jérôme Guedj hors de la primaire de la gauche. On sait aussi qu'à gauche, il y aura d'autres personnalités qui vont partir seules ou autres. Par exemple, on sait qu'il y aura un candidat de la France Insoumise. On sait que potentiellement Glucksmann va partir aussi. On sait que Fabien Roussel et le Parti communiste, il est possible qu'ils partent tout seuls aussi. Oui, Batho, c'est hors primaire. Donc voilà. Au centre, seul Édouard Philippe est sur la ligne de départ en ce moment, mais Gabriel Attal et Gérald Darmanin s'échauffent. On rappelle aussi que Aurore Berger et Elisabeth Borne ont aussi dit qu'elles étaient volontaires et qu'elles réfléchissaient à la présidentielle. Au RN, c'est l'issue du procès en appel dans les affaires de l'assistant d'eurodéputé qui déterminera si c'est Le Pen ou Bardella, donc il y aura aussi Le Pen ou Bardella, évidemment. Mais aux Républicains, il y a aussi du monde. Les Républicains, eux, n'ont rien à envier à leurs concurrents depuis 2 ans. Xavier Breton, le président d'Aide France, est en piste. Seul dans son couloir depuis un long moment, l'ancien ministre fait désormais la course avec le maire de Cannes, David Listard, président de Nouvelle Énergie. Les deux seront probablement rejoints d'ici à quelques heures par le sénateur Vendéenne Bruno Retailleau. Bon, ça, du coup, on sait que c'est le cas. Maintenant, Retailleau est candidat.
L'engagement de ce nouveau dossard pourrait inciter d'autres membres du parti à déclarer dans la foulée, à commencer par le chef des députés LR, Laurent Wauquiez, que j'évoquais tout à l'heure, ou Michel Barnier, qui en avait parlé aussi. Sachant, dit-il, au-dessus de la mêlée, l'ancien chef du gouvernement de Jacques Chirac, De Villepin, a pour sa part déjà mis en quête des 500 signatures requises. Voilà, donc on a vraiment une multiplication des candidatures en ce moment et c'est assez incroyable. Et vous vous doutez, il y a eu quelques réactions. Il y a eu quelques réactions à cette déclaration de candidature et on arrive sur la fin de notre capsule. David Lisnard, président de Nouvelle Énergie, a réagi. Voilà. Je vous laisse, on va lire ensemble le communiqué de David Lisnard. Élection présidentielle, Lisnard appelle à l'organisation immédiate d'une primaire de la gauche, de la droite et du centre. Voilà. Les candidatures à l'élection présidentielle se multiplient et indispensable d'organiser rapidement une grande primaire ouverte. Il paraît incontournable avant la demi-finale que constitue le premier tour de la présidentielle d'organiser un quart de finale ouvert à tous ceux qui se réclament de la droite et du centre. En évitant la dispersion des candidatures, la victoire sera possible et nous ne serons pas condamnés à regarder en spectateur le duel du second tour. C'est ainsi également que nous construirons une nouvelle droite légitime, indépendante, gagnante. Nouvelle Énergie s'y emploie avec un projet libéral, sécuritaire et éducatif qui permettent de redresser radicalement le pays. Avec la grande primaire ouverte, il ne s'agit pas d'embrasser le programme ou les valeurs des autres candidats, mais de les affronter pour les départager en amont, afin de maximiser les chances d'accéder au second tour. Il s'agit de la seule démarche capable de concilier l'intégrité d'un projet, l'émergence d'une personnalité nouvelle pour incarner et la construction du rassemblement indispensable à la victoire. Donc vous voyez, Nouvelle Énergie et David Lisnard sont vraiment poussés dans le cadre de cette primaire. Et il y a eu 2 réactions politiques hier, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Jordan Bardella, voilà, qui a posté ça. Une image de Retailleau qui regarde par la fenêtre et dans la fenêtre, ils ont mis ça, voilà. En France, une hausse des titres des séjours délivrés. Et tu vois, plus 11,2% en 2025 selon des estimations. Et donc vous avez compris Bardella qui dit que Retailleau, ça reste un candidat qui fait augmenter l'immigration. Voilà, Bardella qui a pas perdu de temps pour essayer de taper sur l'immigration et sur Retailleau notamment. Pour dire, bon regardez, il dit que il veut être ferme avec l'immigration, avec le droit d'asile et tout, mais chez lui, l'immigration a augmenté quand il était ministre de l'Intérieur, quoi. Bon. Et il y a également Éric Coquerel qui a fait un petit tweet hier, et on finira là-dessus. Éric Coquerel qui déclare le premier candidat de l'extrême droite est déclaré. Donc voilà. Voilà pour cette capsule, voilà donc pour Bruno Retailleau qui donc hier a annoncé sa candidature, je rappelle, à l'élection présidentielle 2027. Écoutez, ça fait un premier candidat de droite conservatrice, en tout cas, à s'être déclaré. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le chat, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires sur YouTube. Et sur ce, écoutez, lâche ton pouce, lâche ton follow à la chaîne. Et je te dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao.